Comment un homme qui a vendu plus de 150 millions de disques peut-il finir ses jours avec une infirmière à domicile incapable de tenir une baguette? Pourquoi l'icône d'une génération, le cœur battant de Genesis, est-il devenu l'un des artistes les plus détestés du rock progressif? Et comment expliquer que celui qui écrivait les ballades d'amour les plus bouleversantes n'ait plus gardé aucune de ses épouses? Phil Collins, c'est l'histoire d'un génie qui a conquis le monde à coups de caisse claire avant que son propre corps ne l'abandonne. Une vie faite de triomphes planétaires, de critiques acerbes, de drames conjugaux et de douleurs invisibles. Mais au fond, la question demeure. Le prix du succès est-il toujours celui de la solitude? Le 30 janvier 1951, à Chiswick, un quartier tranquille de l'ouest de Londres, naît un garçon au regard curieux et aux mains agitées. Il s'appelle Philip David Charles Collins. Son destin, personne ne le devine. Et pourtant, tout commence très tôt. À 5 ans, il reçoit un jouet qui, à première vue, semble anodin, une petite batterie en plastique. Mais pour lui, c'est plus qu'un cadeau, c'est une révélation. Sa mère, Greville Collins, agente artistique, voit rapidement en lui une étincelle. Elle l'encourage à prendre des cours de théâtre, à frapper des rythmes sur les coussins, à oser. Il joue dans des productions pour enfants à Londres, il tient de petits rôles à la télévision. Mais c'est dans le bruit, la cadence, les frappes précises qu'il trouve son langage. Il n'a pas encore 10 ans qu'il passe des heures à imiter les batteurs de jazz à la télévision. Il ne lit pas les partitions, il écoute, il sent, il réagit. À 16 ans, il joue déjà dans des groupes amateurs. Il rêve de scène, mais pas forcément de gloire. Son ambition est simple, jouer. Jusqu'au jour où une audition change tout. En 1970, le groupe Genesis cherche un nouveau batteur. Collins se présente, joue quelques morceaux dans la cuisine du guitariste Anthony Phillips et est engagé. À l'époque, Genesis est encore un groupe de rock progressif un peu obscur, dirigé par le charismatique Peter Gabriel. L'univers est complexe, théâtral, presque élitiste. Collins, lui, reste dans l'ombre. Il tape, il suit, il propulse. Personne ne l'imagine au devant de la scène. Mais en 1975, un événement inattendu bouleverse la dynamique du groupe. Peter Gabriel quitte Genesis. Panique. Qui pour chanter? Le groupe auditionne des dizaines de chanteurs. Aucun ne colle. Jusqu'à ce que, presque par dépit, ils essaient Phil Collins. Lui-même est réticent. Sa voix n'a rien de l'extravagance de Gabriel. Elle est plus douce, plus humaine. Mais quand il chante Squonk en répétition, un silence s'installe. Quelque chose passe. Une fragilité nouvelle, une sincérité qui touche. Ce choix fait grincer des dents. Les puristes crient à la trahison. Comment un simple batteur, presque timide, peut-il remplacer un monstre de scène? Le rock progressif, dit-on, va perdre son âme. Mais ce qu'ils ignorent encore, c'est que cette décision, perçue comme un compromis, va faire basculer Genesis dans une autre dimension, plus accessible, plus intime, plus universelle. À cet instant précis, Phil Collins ne devient pas seulement chanteur, il devient un symbole, celui de l'artiste qui ne ressemble pas à une rockstar, mais qui touche des millions précisément parce qu'il ne joue pas un rôle. L'année 1976 marque un tournant. Genesis sort A Trick of the Tail, premier album sans Peter Gabriel. C'est un pari risqué. Les critiques attendent le faux pas, les fans sont sceptiques. Et pourtant, l'album est un succès critique et commercial. Mieux encore, certains y voient une nouvelle maturité, un son plus fluide, plus émotionnel. Phil Collins, du haut de sa batterie et de son micro, séduit sans forcer. Il n'a pas besoin d'un masque ou d'un costume pour émouvoir. Il chante comme il parle, presque à voix basse. Et cette sincérité-là, le public la reconnaît. Mais il y a un revers. Phil Collins ne voulait pas être célèbre. Il voulait juste jouer, accompagner, faire vivre la musique. Or, très vite, sa voix devient la nouvelle signature de Genesis. Les tournées s'enchaînent, les salles se remplissent. Et lui, discret, maladroit devant la caméra, devient le visage du groupe. Ce glissement vers la lumière n'est pas sans douleur. En coulisses, Collins lutte avec l'idée d'être un frontman. Il se sent jugé, comparé, parfois moqué. Les anciens fans de Genesis, nostalgiques de l'époque Gabriel, le considèrent comme un usurpateur. Son apparence normale, sa voix douce, son absence de mystère en font une cible facile. Dans une industrie peuplée de divas et d'égos surdimensionnés, lui donne l'impression d'un prof de musique monté sur scène par erreur.
Et pourtant, c'est justement ce contraste qui va faire son triomphe. Les années suivantes confirment la transformation. Genesis explore de nouveaux territoires sonores. Moins de solos alambiqués, plus de mélodies. Moins d'ésotérisme, plus de récits personnels. Collins injecte sa sensibilité dans chaque morceau. Son drame personnel, notamment la dégradation de son premier mariage, commence à transparaître dans les paroles. La chanson Follow You, Follow Me, 1978, marque un virage. C'est le premier véritable hit love song du groupe. Certains fans crient à la trahison, d'autres applaudissent cette nouvelle humanité. Le paradoxe, c'est que Phil Collins devient une star mondiale sans jamais en adopter les codes. Pas de scandale, pas de poses excentriques, il monte sur scène avec une chemise frossée, il parle avec simplicité. On dirait presque qu'il s'excuse d'être là. Mais cette modestie, cet anti-charisme assumé, va le transformer en héros malgré lui. Il incarne une autre figure du musicien, celui qui n'a pas besoin de crier pour être entendu, celui qui ne cherche pas la lumière, mais qui l'attire à malgré lui. Et Genesis, porté par cette énergie nouvelle, s'apprête à conquérir le monde. Et Phil Collins, encore surpris d'être au centre de tout ça, ne se doute pas que son nom, et non plus seulement celui du groupe, va bientôt entrer dans la légende. Au début des années 1980, Genesis est devenu un phénomène mondial. Ce qui était autrefois un groupe de rock progressif à l'aura confidentielle est maintenant une machine à tubes, remplissant des stades, vendant des millions d'albums et dominant les classements. Et au cœur de cette métamorphose, Phil Collins. L'album Invisible Touch, sorti en 1986, symbolise ce basculement total vers la pop rock. C'est un triomphe. 5 singles se hissent dans le top 5 américain. La chanson-titre, avec son rythme entêtant et son refrain obsédant, devient l'hymne d'une génération. Genesis remplit 2 fois Wembley Stadium. Le monde entier chante les paroles. Les cheveux de Collins volent dans les ventilateurs de scène, ses bras battent les cymbales, sa voix monte et les critiques grincent des dents. Le son Genesis version Collins est lisse, accessible, calibré pour la radio. Ce qui était autrefois complexe, expérimental, devient catchy, mélodique, grand public. Pour certains puristes, c'est une trahison artistique. Pour d'autres, c'est une évolution nécessaire, un signe d'intelligence musicale. Le débat est violent, souvent injuste, et toujours dirigé vers une seule cible, Phil Collins. Il devient le bouc émissaire d'une époque, accusé d'avoir vendu l'âme de Genesis, d'avoir ascétisé la musique, d'avoir choisi la célébrité plutôt que l'authenticité. Dans une interview célèbre, un critique déclare « Phil Collins est l'homme qui a transformé le rock progressif en jingle publicitaire ». Et pourtant, le public, lui, n'a pas cessé d'acheter ses disques. Sur scène, le groupe atteint une puissance visuelle et sonore inédite. Le spectacle est millimétré, les jeux de lumière futuristes, les transitions parfaites. Collins maîtrise tout. Il chante, il improvise, il fait rire entre les morceaux. Son humour britannique décontracte les foules. Il ne joue pas un personnage. Il reste Phil, le gars ordinaire qui chante des choses extraordinaires. Mais derrière ce professionnalisme, quelque chose se fissure. Loin des projecteurs, les tensions artistiques s'accumulent. Mike Rutherford et Tony Banks, les autres membres fondateurs, acceptent la nouvelle direction, mais regrettent parfois l'ancien Genesis. Collins, lui, commence à se sentir à l'étroit dans un groupe dont il est devenu, malgré lui, le centre gravitationnel. Ce paradoxe ronge lentement la dynamique interne. Genesis n'a jamais été aussi fort, mais jamais aussi fragile. Et au fond, une question commence à naître dans l'esprit de Collins. Et si le vrai Genesis n'était plus un groupe, mais lui-même, une voix, un style, une sensibilité, la sienne? Il ne le sait pas encore, mais cette interrogation va donner naissance à une autre carrière, plus personnelle, plus douloureuse, plus universelle, celle de Phil Collins en solo. Il a chanté l'amour mieux que quiconque. Il a écrit des ballades qui ont bercé des milliers de mariages, et pourtant Phil Collins n'a jamais réussi à sauver le sien. En 1999, alors au sommet de sa carrière, il épouse Oriane Sevet, une femme d'affaires suisse de 21 ans sa cadette. Ensemble, ils ont 2 enfants, une maison somptueuse à Genève, l'image d'un bonheur presque trop parfait. Mais derrière les sourires des tapis rouges, les fissures apparaissent vite.
Collins, souvent en tournée, est absent. Oriane, elle, supporte mal la pression médiatique. En 2006, le couple se sépare, et le divorce qui suit entre dans l'histoire comme l'un des plus coûteux de l'industrie musicale. Plus de 25 millions de livres sterling versés en compensation, une somme astronomique. La presse britannique s'en donne à cœur joie. Les tabloïds titrent « L'homme qui chante si bien l'amour, incapable d'en garder un seul ». Ce n'était pas la première fois. Avant Oriane, Phil Collins avait déjà connu 2 divorces, et chaque fois, il semblait plus brisé, plus vulnérable. Il admet dans ses mémoires qu'il a souvent privilégié la musique à la famille, qu'il n'était pas toujours présent, même lorsqu'il était physiquement là. Ses paroles deviennent alors suspectes. Chaque chanson d'amour, chaque déclaration musicale est relue comme une confession d'échec. Ce n'est plus de la poésie, c'est de la culpabilité mise en mélodie. En 2015, contre toute attente, Phil Collins et Oriane Sevet se remettent ensemble. Le public y voit une seconde chance, une rédemption. Ils s'installent à Miami. Il semble plus calme, plus apaisé. Mais ce répit ne dure pas. En 2020, le scandale éclate. Alors qu'il est hospitalisé pour des problèmes de dos, Oriane épouse en secret un autre homme, tout en vivant toujours dans la maison de Collins. Il découvre la trahison par des messages sur les réseaux sociaux. Le choc est brutal. Phil Collins engage alors une action en justice pour expulser Oriane de sa propre maison. L'affaire est médiatisée à outrance. Photos de la villa barricadée, vidéos des déménageurs sous escorte, déclarations juridiques acides. Le chanteur, déjà affaibli physiquement, se retrouve une nouvelle fois humilié publiquement. À la douleur de l'abandon s'ajoute celle du ridicule. Certains chroniqueurs ironisent. Il a perdu la femme, la maison et le respect du public, encore une fois. Mais d'autres y voient un homme profondément blessé, trahi dans ce qu'il avait de plus intime. La tragédie n'est pas tant dans le divorce que dans la répétition. Comme si Phil Collins était condamné à revivre éternellement le même scénario, aimer intensément, s'absenter pour créer, puis tout perdre. Et cette spirale destructrice, il l'a chantée 1000 fois, peut-être pour l'exorciser, peut-être pour l'annoncer. Rarement une carrière aussi brillante aura suscité autant de mépris dans les cercles élitistes de la musique. Dans les années 2000, alors que Phil Collins continue de remplir des salles et de vendre des albums, une partie de la critique semble s'être donnée pour mission de l'effacer de l'histoire du rock. Les attaques sont violentes, parfois absurdes. On lui reproche tout. Son style jugé trop lisse, ses paroles trop simples, son omniprésence étouffante à la radio durant les années 80. Certains magazines vont jusqu'à publier des classements des artistes les plus irritants, où Collins figure régulièrement dans les premières places. Des humoristes font de lui une caricature, des musiciens plus jeunes s'en détournent, comme s'il représentait une époque embarrassante à oublier. Il devient presque un mème avant l'heure, le type chauve, sentimental, un peu ringard, qui pleure sur son piano. Mais pourquoi tant de haine pour un homme dont les chansons ont accompagné les cœurs brisés de plusieurs générations ? La réponse est peut-être dans sa sincérité. Dans un monde musical qui glorifie la distance, l'ironie et le cynisme, Phil Collins incarne l'émotion brute, sans filtre. Il chante la peine, la perte, la tendresse, sans double lecture. Cela le rend vulnérable, donc attaquable. D'autres voix plus modérées parlent d'une fatigue Collins. Il était partout, tout le temps, à la télévision, au cinéma, sur les ondes, dans les publicités. Son succès était si massif, si constant, qu'il en devenait écrasant, comme si son triomphe personnifiait une époque entière que certains voulaient enterrer. Il y a aussi, en toile de fond, une autre explication plus sournoise, le mépris social. Phil Collins vient d'un milieu modeste. Il n'a pas le vernis arty de certains de ses contemporains. Il ne cite pas Baudelaire, ne fréquente pas les galeries, ne joue pas les dandys. Il est trop normal. Et dans un univers où l'aura compte parfois plus que le talent, cette normalité devient un handicap. Cette période de rejet laisse des traces profondes. Dans ses interviews, Collins avoue avoir été blessé par la violence des critiques. Il confesse avoir sombré dans l'alcool, s'être replié sur lui-même. Il parle d'une haine gratuite qui l'a poussé à se demander s'il méritait vraiment tout cela. Lui qui, à l'origine, ne cherchait pas la gloire, se retrouve prisonnier d'une image qu'il n'a jamais voulue. Le plus cruel peut-être est que ces attaques ont effacé une partie de son héritage auprès des nouvelles générations. Beaucoup connaissent ses chansons sans connaître son nom, d'autres ne le retiennent qu'à travers les moqueries, comme si sa carrière n'était qu'un long malentendu. Mais une question persiste. Comment un homme capable d'écrire « Take me home »,« I wish it would rain down »,« You'll be in my heart » peut-il être exclu du panthéon du rock ? Est-ce parce qu'il a trop vendu, parce qu'il a trop ressenti, ou tout simplement parce qu'il n'a jamais su jouer le jeu ?
La musique l'a porté toute sa vie. Et pourtant, ce sont ses mains qui ont frappé les fûts avec génie pendant des décennies, qui le trahiront les premières. En 2007, Phil Collins subit une grave blessure à la colonne vertébrale. Une opération s'impose. Elle réussit, mais laisse des séquelles irréversibles. Le nerf qui contrôle ses doigts est endommagé. Il ne peut plus tenir une baguette de batterie. Pour un autre, ce serait un incident. Pour lui, c'est une tragédie. Collins, l'un des batteurs les plus respectés de sa génération, l'homme à la frappe sèche et précise, est désormais incapable de jouer son instrument fétiche. Il essaie pourtant. Il s'attache les baguettes aux mains avec du scotch. Il répète. Il s'épuise. Rien n'y fait. Le message est cruel. Son corps lui dit d'arrêter. Mais le corps ne s'arrête pas là. Au fil des années, d'autres problèmes s'accumulent. Douleurs chroniques, perte d'audition partielle, diabète de type 2. L'alcool, autrefois une échappatoire à la douleur morale, aggrave la détérioration physique. À mesure que les tournées diminuent, les consultations médicales augmentent. En 2015, le diagnostic tombe. La dégénérescence est telle qu'il lui faut désormais une assistance constante. Il vit avec une infirmière à plein temps. Marcher devient difficile. Parfois, il tombe. Son dos le fait souffrir à chaque mouvement. Même s'asseoir longtemps est une épreuve. La scène, jadis royaume de lumière et d'énergie, devient une cage. Lors des rares apparitions publiques, il est vu avec une canne, voûté, fatigué. Les fans pleurent en le voyant, pas parce qu'il chante moins bien, mais parce que le contraste est brutal. Cet homme qui autrefois sautait derrière sa batterie est désormais figé dans un fauteuil, les traits tirés, les yeux ternes. Et malgré cela, il continue. En 2021, lors de la tournée d'adieu de Genesis, Phil Collins chante assis. Chaque soir, des milliers de personnes assistent à une performance presque funèbre. Ce n'est plus un concert, c'est un adieu. Il sourit, il plaisante en pleurs, mais dans ces silences, il y a une fatigue abyssale, une tristesse noble. Le corps a cédé, mais l'âme d'artiste, elle, s'accroche. Il y a des silences qui résonnent plus fort que n'importe quelle chanson. Depuis la fin de sa tournée d'adieu, en 2022, Phil Collins s'est peu à peu retiré du monde. Il ne donne plus d'interviews, il n'écrit plus, il ne compose plus, il ne joue plus. Ses journées sont rythmées par les soins médicaux, les rendez-vous à domicile, les gestes simples devenus compliqués. Dans sa maison de Miami, l'homme qui a fait danser la planète passe le plus clair de son temps assis, regardant l'océan. Son regard se perd parfois dans le vide, comme s'il revivait intérieurement chaque note, chaque coup de casse-clair, chaque amour perdu. À 74 ans, il n'a plus rien à prouver, mais peut-être a-t-il encore beaucoup à regretter. Ce qui frappe ceux qui le croisent, c'est l'absence de plainte. Il ne se lamente pas, il ne cherche pas l'apitoiement. Il accepte, il subit en silence. Ce silence, justement, devient plus éloquent que ses plus belles paroles, car il est chargé de mémoire, de douleur, et peut-être d'un soupçon d'amertume. Autour de lui, peu de gens. Ses enfants lui rendent visite. Parmi eux, Lily Collins, devenue une actrice de renom. Elle parle souvent de son père avec tendresse, mais aussi avec distance, comme si la blessure de l'absence passée ne s'était jamais tout à fait refermée. Phil Collins, l'homme qui chantait « You'll be in my heart », n'a pas toujours su être là physiquement. Et cette vérité-là, il la porte aussi en silence. Les hommages commencent à fleurir de son vivant, des documentaires, des reprises, des articles redécouvrant l'étendue de son œuvre. Certains critiques font leur mea culpa, saluant aujourd'hui un artiste incompris, dont la sincérité avait été trop longtemps méprisée. Mais lui n'en dit rien. Il regarde, il écoute, il garde pour lui ce que tant d'autres auraient crié. Et pourtant, une question persiste dans l'air, suspendue comme une note tenue trop longtemps. Que reste-t-il d'un homme quand la musique s'arrête, quand les applaudissements se taisent, quand les projecteurs s'éteignent? Que reste-t-il de celui qui a tout donné à la scène, jusqu'à son propre corps? Phil Collins ne répondra sans doute jamais à cette question. Mais dans le silence de ces derniers jours, dans ce fauteuil face à la mer, peut-être trouve-t-il une forme de paix. Une paix sans accord final, une paix sans ovation. Seulement la mer, et le souvenir de rythme que personne n'osera plus frapper. Il y a des carrières qui brillent par leur constance, d'autres par leur éclat éphémère. Et puis il y a celles, rares,
qui laissent une empreinte indélébile, même lorsqu'elles sont rejetées, oubliées ou déformées. Celle de Phil Collins appartient à cette dernière catégorie. Il n'a jamais été un rebelle, il n'a jamais été une icône de style, il n'a jamais cherché à provoquer. Et pourtant, il a ému des millions. Parce qu'il parlait vrai, parce qu'il ne jouait pas un rôle, parce qu'il osait chanter la douleur, la tendresse, l'abandon, l'usure, sans armure, sans masque, sans fioriture. Et si cela lui a coûté sa place dans les panthéons officiels du rock, cela lui a offert une autre forme d'éternité, celle qui résonne dans le cœur de ceux qui l'écoutaient dans leur chambre, un soir de chagrin, une nuit de solitude. Aujourd'hui, Phil Collins est peut-être silencieux, peut-être oublié par certains. Mais sa musique, elle, continue de parler, dans chaque battement sourd de In the Air Tonight, dans chaque note mélancolique de Against All Odds, dans chaque promesse murmurée dans You'll Be in My Heart. Et au fond, la question n'est peut-être pas de savoir pourquoi il a été rejeté, trahi, fatigué, mais plutôt pourquoi tant d'âmes blessées se sont-elles retrouvées en lui? Pourquoi, malgré les critiques, les scandales, les douleurs, continue-t-on de fredonner ses chansons? Pourquoi reste-t-il encore aujourd'hui un miroir de notre propre vulnérabilité? Phil Collins n'est peut-être plus sur scène, mais il est là, quelque part, entre une batterie muette et un micro silencieux. Il est là dans le souffle de ceux qui ont aimé, perdu, espéré. Il est là, et peut-être l'a-t-il toujours été, dans ce que la musique a de plus simple, de plus essentiel, de plus humain.